présente comme focus maîtriser son trac. Une première question se pose. Qu'est-ce que le trac? Mais avant de répondre à cette question, je veux citer ici Sarah Bernard sur le programme que nous avons. Si vous suivez bien, le trac, cela vient avec le talent, juste au bas de notre programme. C'est une citation qui va nous servir de trame tout au long de ce focus. Alors, de façon pratique, comment vaincre son trac? Alors, qu'est-ce que c'est que le trac? Je lui donne un synonyme. Les puristes peuvent trouver une différence entre le stress et le trac. Mais moi, pour le compte de cette formation, je vais uniformiser ces deux termes. On a du stress. Physiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une hormone qui est sécrétée dans le corps et la respiration s'accélère. Le cœur bat beaucoup plus vite. Les paumes deviennent moites. Et il y a une affluence au niveau de la bouche de la salive. On avale goulûment la salive et puis on a une tiédeur qui nous envahit. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Le corps produit une force. Imaginez que au détour d'un chemin, un chien sort de nulle part et commence à vous poursuivre. Du coup, le corps produit cette hormone pour vous permettre justement de vous surpasser. Et c'est ce qui fait que vous pouvez arriver à sauter une clôture de 2 mètres sans vous en rendre compte. Et c'est après que vous êtes en train de réaliser que vous avez produit un exploit. Parce que le corps est venu à votre rescousse avec cette hormone. Ce que je veux vous exposer un peu de mots, c'est que le stress, le trac, lorsqu'on l'a, eh bien c'est une décharge d'énergie qui vient en nous. Mais comment maîtriser cette force? C'est pourquoi le thème est ainsi libellé. Comment maîtriser le trac? Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut s'en débarrasser. Non, c'est une force. Il faut l'utiliser. Mais comment le faire? 10 points. Le premier point, vous devez prendre la parole en public. Je parle là dans le cadre de prendre la parole en public, dans le cadre d'un débat par exemple. Le premier point, c'est se familiariser avec la salle. Bon, je connais bien la salle. C'est vrai que je viens d'arriver, on me donne le micro. Mais je sais que la salle est disposée d'une telle manière. Je sais que l'auditoire est placé de cette façon. Je sais que j'aurai à prendre la parole derrière le train. Alors, je suis familiarisé à la salle. La salle ne m'est pas étrangère. Mais si il vous arrive de prendre la parole devant un auditoire, dans une salle que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, vous courez le risque de développer le stress. Imaginez une salle où le pupitre est bien en vue et il y a au moins 1000 places assises. Vous arrivez, vous voyez 1000 paires d'yeux sur vous. C'est effarant. C'est même surprenant. Comment arriver à dompter son trac alors qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on aurait à parler devant cet auditoire, devant ces paires d'yeux, devant cette position de l'auditoire. Alors, il est intéressant, pour ce point, de venir un peu plus tôt et de faire un repérage dans la salle, marcher dans la salle et faire le tour du lieu, aller et venir sur l'estrade, descendre et regarder comment la salle est disposée. Cela permet de faire fuir quelque peu le trac. Pas fuir, maîtriser le trac, bien entendu. Deuxième point, connaître ses auditeurs. Il va arriver un moment où vous serez appelé à parler devant des personnes. Mais devant qui? Il faut savoir au moins qui sera là. Imaginez que vous arrivez pour prendre la parole et vous voyez le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan assis là. Ah, le Premier ministre est là, je ne savais pas. Voilà encore une source de trac. Alors que si vous saviez que le Premier ministre serait là, si vous savez que la Première Dame viendrait faire un tour, alors vous arrivez déjà à vous faire une idée. Vous ne serez pas surpris. Voilà encore un autre point pour pouvoir maîtriser son trac. Troisième point, connaître bien son sujet.
maîtrisez pas votre sujet, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire aux gens? Est-ce que vous avez un plan dans la tête? Une introduction, un développement, une conclusion. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet, voilà encore une autre source de non-maîtrise du trac. Parce que vous allez paniquer. Vous êtes devant des personnes érudites et vous allez commencer à parler, à donner des informations sur un sujet et vous n'êtes pas vraiment maître de vos fichiers, de vos documents. Lorsqu'on vous pose des questions, voilà encore une source de trac. Le quatrième point, être détendu. À ce niveau, je vous propose une technique, la technique de la respiration. Parce que souvent, quand on a le trac, on respire vite. On sent qu'on a le souffle coupé. Quand on parle, on sent que vous n'avez pas. Vous voyez, un peu, vous êtes là, vous cherchez à inspirer et les mots n'arrivent pas à sortir de votre bouche. Pour pouvoir arriver à rétablir l'équilibre, secrètement vous respirez. Non pas dans le micro. 4 secondes. Vous inspirez, expirez, inspirez, expirez. Vous faites cela 10 fois au moins. Sinon 20 fois au maximum. 1, 2, 3, 4. Intérieurement. Cela permet de chasser la nervosité et de maîtriser son trac pour pouvoir parler. Le 5e point, visualisez-vous en train de prononcer votre discours. J'aime particulièrement ce point. Visualisez-vous en train de parler. Il faut s'imaginer en train de parler. C'est ce qu'on dit souvent, vous parlez seul. On peut te dire, tu parles seul. C'est intéressant. Devant le miroir, vous imaginez que vous êtes en train de donner l'information que vous avez préparée, votre formation, vous êtes en train de vivre cela comme si vous étiez à la formation. Cela permet de repasser, de faire ce qu'on appelle une répétition, une préparation avant de prendre la parole. Cela permet d'éviter les erreurs. Cela permet de maîtriser son propos. Cela permet d'être expérimenté pour un soir. Parce qu'on aura déjà préparé ce discours, ce propos, ce débat, longtemps avant de venir sur place le présenter devant l'auditoire. 6e point, soyez conscient que les gens veulent écouter, veulent savoir ce que vous avez à dire. Soyez conscient que les gens veulent savoir ce que vous avez à dire. Vous êtes celui qui parle. Moi, j'ai l'habitude de dire que celui qui parle est au-dessus de celui qui écoute. En tout cas, pendant le moment qu'il parle. Parce que celui qui parle a un rôle actif. Et celui qui écoute a un rôle passif. Mais bien entendu, si vous racontez des bêtises, quand viendra le tour de l'autre, quand il va parler, alors vous serez le bec dans l'eau, parce que vous aurez dit des bêtises. Alors, je sais ce que je vais dire. Parce que M. Sylvain Kofi qui est là, qui me regarde, ne sait pas ce que je vais dire dans l'instant qui suit. Alors pourquoi trembler pour ce que je sais et que lui l'ignore? Est-ce qu'on me suit? Je sais ce que je vais dire, parce que là je suis au 6e point. Il me reste 4 autres points. Vous ne savez pas ce que j'ai à dire. Donc pourquoi trembler pour ce que je sais moi et que vous ignorez? En tout cas, pendant le moment où je parle, pendant que je parle, je suis en train de dire que je maîtrise ce que je vais dire dans quelques secondes. Alors pourquoi trembler? Si cette philosophie, vous la faites, vous faites de cela votre devise, eh bien vous arrivez à parler. En tout cas, pendant le moment où vous parlez, ceux qui vous écoutent sont en train de jouer un rôle passif. Comme si vous êtes en train d'enseigner quelque chose. Et les personnes attendent d'écouter, attendent d'examiner ce que vous allez prononcer. Donc si vous tremblez, alors que les personnes n'ont pas encore entendu ce que vous avez dit, vous avez là vous-même, vous êtes en train de vous faire harakiri. Le 7e point, ne vous excusez jamais. Je précise bien, ne vous excusez jamais. Je vais bien préciser là où je veux arriver. Je donne un exemple. Je viens et puis je dis, excusez-moi, vraiment c'est la première fois que je donne ce genre de cours, donc excusez-moi si je me trompe. Non. Qui sait si vous avez déjà prononcé ça avant ou pas? Personne. Alors vous êtes en train de dire, c'est la première fois que j'organise une telle rencontre, donc excusez les désagréments. Mais vous êtes en train de dire aux gens que je vais me tromper. Donc notez bien les fois où je vais me tromper.
Et quand ça va arriver, eh bien, ne soyez pas étonnés de voir qu'à la fin, ils vont dire oui, vous avez bien dit que c'est la première fois, donc on comprend pourquoi vous avez fait ça, fait ceci. Mais lorsque vous prenez la parole avec autorité, comme responsable de ce que vous êtes en train de dire, eh bien, on ne sait pas. On ne peut pas savoir que vous n'avez jamais présenté ce genre de formation. Le 8e point, concentrez-vous sur le message et non sur votre nervosité. Ne vous concentrez pas sur vous-même, mais concentrez-vous sur ce que vous allez dire. C'est vrai que le trac vient avec le talent, comme mon auteur l'a dit. C'est vrai qu'au cours d'une formation, vous pouvez trembler. C'est normal. Mais si vous commencez à regarder vos doigts qui tremblent, je tremble. Qu'est-ce que je fais? Là, je tremble. Non. En ce moment précis, si vous êtes en train de chercher comment faire pour ne plus trembler, vous allez trembler davantage. Essayez de vous concentrer sur ce que vous avez dit, vous avez à dire. Recherchez dans votre esprit comment prononcer ce qui vient à l'esprit. Laissez tomber les tremblements que vous avez. Le 10e point. C'est ça, le 10e point? Non, le 9e point. Faites de votre nervosité une énergie positive. Si vous tremblez, dites-vous que c'est parce que ce que vous avez à faire est important. C'est parce que vous accordez une importance à ce que vous allez dire que vous avez le trac. Si vous ne tremblez pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'accordez pas d'importance à ce que vous allez faire. C'est un jeu pour vous. Quand on joue, on ne tremble pas. N'est-ce pas, Monsieur Tafunga? Quand on s'amuse, bien, on ne tremble pas. On ne prend pas vraiment la chose à cœur. Mais lorsqu'on prend la chose à cœur, lorsqu'on sait que c'est très important, c'est déterminant pour notre carrière, on n'est pas en train de jouer. Et là, c'est à ce moment-là qu'on tremble. Alors si vous tremblez, dites-vous, développez cette philosophie. C'est parce que ce que je fais est important que je tremble. Donc, quelque part, c'est normal. Alors, utilisez cette force qui vient comme un carburant et non pas comme un poison. Lorsque vous commencez à trembler, dites-vous que c'est normal que je tremble. C'est bien même que vous tremblez. Maintenant, il faut pouvoir dominer ce trac. Parce que si vous voyez le trac comme étant un ennemi qui va venir entacher votre discours, eh bien, vous avez tout faux. Il faut le voir comme un ami. Voilà. Il faut changer la philosophie qu'on a du trac. C'est le 10e point. Tirez une leçon. Tirez une leçon. Si je tremble aujourd'hui et que je n'ai pas réussi à prononcer mon discours, alors qu'est-ce qui va arriver demain? Demain, il faudrait que je capitalise. Parce que je sais qu'à un moment donné, j'ai tremblé par rapport à ce discours. Maintenant, il faudrait que je m'améliore. Il faudrait que j'utilise cette énergie positive pour pouvoir améliorer mon discours. Et ce qui est intéressant dans le cadre du débat, si vous observez votre adversaire, si vous voyez que pour un argument, il tremble, ça veut dire que pour cet argument-là, il marque du stress. Et si vous voulez l'abattre, justement, utilisez cet argument. N'est-ce pas? Je donne l'exemple toujours de Sarkozy et de Ségolène Royal 2007, qui a suivi ce débat. Sarkozy savait, parce qu'il était ministre de l'Intérieur, que Ségolène Royal s'était séparé de Hollande. Alors, il ne peut pas le dire de façon ostentatoire. Il doit le faire de façon subtile. Et il prend un point, je crois un point de la politique française, et il déclare que Mme Ségolène Royal a un avis divergent de celui de Hollande. Et il dit ceci: mais Mme Ségolène Royal, j'ai l'impression que vous ne vous parlez plus, vous et M. Hollande, parce que lui dit ceci et vous dites cela. J'ai l'impression que vous ne vous voyez plus, vous ne vous parlez plus, il faut lui le dire. Elle sentait que Hollande avait mis le pied sur quelque chose et elle s'est emportée. Et il a dit: madame, pour diriger la France, il faut être calme. Elle était là, elle était toute rouge. Et ensuite elle s'est reprise. Mais c'était trop tard. Parce qu'elle avait senti qu'il avait touché un point, il avait vu l'élément de trac. Elle n'a pas su dominer cela. L'énergie était sortie, mais malheureusement comme un poison. Il ne faut pas que cela soit de même pour vous. Sur ces notes, j'appelle ici l'ambassadeur pour la suite du programme. Merci, monsieur l'orateur. On applaudit monsieur Liang Damwataki pour cette présentation. Il est présent à l'heure du premier débat qui va opposer deux équipes. L'équipe 1, composée de Joseph Ekra et Elad Bakayoko. L'équipe 2, composée de Tafanga Ouattara et monsieur Yann Pascal Tio. J'appelle ici, sur ce plateau,
Monsieur Lian Damouataki en remplacement de Monsieur Joseph Ekra, Monsieur Elhaj Bakayoko, Monsieur Tafanga Ouattara et Monsieur Yann Pascal Thio. L'affirmative s'assoit à ma gauche, la négative à ma droite. Pour conduire ce débat, un expert en la matière, M. Stéphane Ouattara, que j'appelle à celui du train. Le débat va durer exactement 35 minutes. Chaque équipe dispose de 3 minutes pour la première intervention et de 3 minutes pour la dernière intervention. Chaque équipe a 6 interventions. 2 minutes pour les interventions intermédiaires. Le modérateur veillera à ce que le temps soit respecté. La guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est la guerre des idées. Dixit Blaise Pascal. C'est bien dans cette logique pacifiste que s'inscrit le débat, exercice intellectuel durant lequel nos débatteurs ici présents auront à confronter non pas les armes, mais le verbe, autour d'un sujet qui a fait son apparition durant l'époque coloniale, mais qui reste toujours d'actualité. Il s'agit de la France-Afrique. La problématique aujourd'hui qui se pose est la suivante. Face aux nouvelles réalités qui se posent pour le développement de l'Afrique, la France-Afrique est-elle toujours d'actualité? Autrement dit, la France-Afrique a-t-elle encore un avenir? Aujourd'hui, nous recevons 4 personnes réparties en 2 équipes. L'équipe de l'affirmative, composée de M. Lian Damouataki, directeur du cabinet Andros, de M. Elhaj Bakayoko, informaticien à l'Office national de l'identification, M. Tafanga Ouattara, qui exerce dans le domaine de l'assurance, et M. Yann Thio, avocat stagiaire. Les règles étant déjà rappelées par M. Loba, il est inutile de revenir là-dessus. Sur ce, je vais appeler à ce train l'équipe de l'affirmative, représentée par M. Elhaj Bakayoko, pour nous donner sa position sur le sujet. Mesdames et messieurs, bonsoir. La France-Afrique, c'est bien ce thème qui nous réunit ce soir. Il nous a donné de savoir, est-ce que la France-Afrique a-t-elle un avenir? À cette interrogation, mon colistier et moi, nous répondons par l'affirmative. Oui, la France-Afrique a bien un avenir. La France-Afrique est un néologisme qui a été prononcé pour la première fois par Feu Félix Houphouët-Boigny au milieu des années 50 pour désigner la volonté des États africains à entretenir des relations privilégiées avec la France. Ce thème a donc été utilisé pour la première fois avec une connotation positive. De nos jours, ce terme est utilisé de façon péjorative. Que vous soyez de l'idée que la France-Afrique peut avoir un impact positif, ou que vous soyez de l'idée que la France-Afrique ait des conséquences négatives sur l'avenir de l'Afrique, vous devez convenir avec nous que la France-Afrique a un avenir, car les Africains jouissent des fruits de la France-Afrique. Les fruits de la France-Afrique que sont la coopération militaire, les fruits de la France-Afrique que sont les accords de défense, les fruits de la France-Afrique que sont l'aide au développement. Au niveau du point de vue péjoratif de la France-Afrique, l'interventionnisme de la France, les chefs d'État africains, la corruption, l'endettement illicite, tous ces mots qui jalonnent l'Afrique, dont la France-Afrique fait l'effort de poursuivre. La France-Afrique est toujours mêlée à ces malversations, car d'un point de vue péjoratif, cette France-Afrique-là a encore de l'avenir au vu de nos chefs d'État africains qui cautionnent tous ces mots. Nos chefs d'État africains par qui la France-Afrique passe pour spolier les richesses de l'Afrique. De ce point de vue,
nous disons que la France-Afrique a encore et malheureusement un avenir. Monsieur le modérateur. Merci, Monsieur Eladj. Nous retenons que la France-Afrique a fait son apparition en 1955 par le père de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. Peu importe votre position, que vous soyez pour ou contre la France-Afrique, nous retenons que vous devez convenir avec M. Eladj Bakayoko que la France-Afrique a bel et bien un avenir. L'équipe de la négative, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela, M. Tafanga? La France-Afrique, un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La France-Afrique est définie par certains comme un moyen néocolonialiste d'asservir nos pays africains à travers un ensemble de mécanismes politiques, militaires, économiques et j'en passe. Dire que la France-Afrique a encore un avenir dans ce monde actuel, je pense que c'est faire preuve d'un optimisme incroyable pour ce phénomène, pour ce système. En effet, à bien analyser la France-Afrique, nous constatons que les éléments de base de la France-Afrique sont